avec nous Olivier Rio. Bonjour Olivier pour la FFB Hauts-de-France. Christian Hustet, bonjour Christian pour la directe. C'est comme ça, vous pouvez lever la main, même si vous voulez. Christine Dolé pour la CARSAT, bonjour Christine. Christian Morel pour le pôle santé travail, bonjour Christian. Ulrich Koch pour la métropole européenne de Lille, bonjour Ulrich. Et Alexandre Pintignac pour le CEDRE FFB, Bonjour. bonjour Alexandre. Voilà, bonjour à vous. Alors peut-être ce qu'on avait prévu pour lancer cette conférence, c'est avec vous, Christian Hustet, qu'on voulait voir ça, c'est peut-être faire un petit point réglementaire. Vous avez, je crois, un petit PowerPoint à nous présenter. Oui, je vais faire ça tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je vais partager mon écran, le temps que ça se fasse. Hop là, voilà. Je ne sais pas si on le voit. Voilà, on le voit très bien, c'est parfait. Ah, d'accord, voilà. Donc, moi, je ne le vois pas, donc moi, je vais le suivre à côté. Voilà, ça reprend ce tableau un peu les domaines d'activité du repérage avant travaux, les normes afférentes et les arrêtés qui sont déjà sortis. Alors, c'est un document que je pourrais mettre à disposition à la fin parce qu'il y a quand même des liens hypertextes qui renvoient sur les différents arrêtés. Voilà, et c'est surtout l'entrée en vigueur des arrêtés. Alors, la Covid nous a quand même bloqué sur la sortie des arrêtés puisque tous ne sont pas sortis. Malgré l'entrée en vigueur de ces différents repérages avant travaux, sans que l'arrêté soit sorti. Donc, le dernier en date, c'est quand même celui qui entre en vigueur au 1er octobre 2020 sans que l'arrêté soit sorti. C'est celui sur les autres immeubles tels que terrains, ouvrages, génie civil et infrastructures de transport. Voilà. Bon, ce tableau reprend l'intégralité des 6 domaines repérage avant travaux qui seront opérationnels dès que tous les arrêtés seront sortis. Ma diapo suivante, c'est là aussi une diapo qui contient énormément de liens hypertextes. Vous en avez un ici, vous en avez sur chaque image, et simplement pour dire que le repérage avant travaux, alors dans les immeubles bâtis, est obligatoire pour les interventions sous section 3 et sous section 4. N'oubliez pas la sous section 4 là-dessus, ça reste obligatoire aussi pour la sous section 4. La DGT a mis en place un support, si on clique sur le lien, vous le verrez pas aussi, donc je vais pas cliquer, ça sert à rien. Voilà, donc a mis en place un support. Voilà, en gros c'est un guide pour les donneurs d'ordre, pour en gros se rappeler un peu les différentes obligations du donneur d'ordre au regard du repérage avant travaux. Il y a un deuxième guide juste à côté qui concerne les exemptions, les exceptions, parce qu'il y a aussi des exemptions et des exceptions. Et il y a un troisième guide ici qui a été fait par la directe des Pays de Loire et qui indique comment rechercher un opérateur de repérage avec mention le seul qui peut faire un repérage avant travaux dans le cadre de l'amiante. Alors, pour information, parce qu'on est dans les Hauts-de-France et je vais parler pour les Hauts-de-France, une campagne de contrôle de système d'inspection du travail portera sur le respect des obligations du donneur d'ordre à partir de 2021. Donc, le repérage avant travaux est obligatoire depuis un peu plus d'1 an maintenant. En 2021, l'inspection du travail va faire une campagne de contrôle uniquement sur cette obligation du donneur d'ordre. Je l'ai mis en rouge, c'est pas un message que je veux faire passer tout de suite, mais bon, le manquement du donneur d'ordre, il est passible d'une sanction pénale ou d'une sanction administrative. Oui. Voilà très rapidement ma présentation sur le repérage en travaux. Le deuxième sujet que je voulais aborder aujourd'hui, alors concerne pas forcément les donneurs d'ordre, mais un peu plus les entreprises intervenantes. Je suppose qu'il y en a parmi l'auditoire. Ça va être Démat-Amiante. Alors Démat-Amiante, c'est une plateforme qui permet la transmission des plans de retrait amiante de manière dématérialisée. La région de France, je parle encore pour elle puisque c'est la nôtre, va effectuer une phase de test de novembre à février 2021. Donc, si vous voulez, les entreprises vont s'entraîner à rentrer des plans de retrait fictifs ou pas,
dans leur interface, et l'inspection du travail va voir comment elle les récupère. C'est cette phase de test qui va durer jusqu'à février 2021. Toujours la région de France est nommée pilote de des maths amiantes pour une phase de pilotage. Donc là, l'obligation sera pour les entreprises de rentrer tous les plans de retrait dans des maths amiantes. C'est pour ça que c'est peut-être intéressant pour les entreprises actuellement de pouvoir faire la phase de test, parce qu'à partir de mars 2021, plus aucun plan de papier retrait, plan de retrait papier ne pourra être envoyé à l'inspection du travail, entre autres, pour analyse. Tout passera par des maths amiantes. Alors, j'ai mis l'adresse mail du projet des maths amiantes. Si des entreprises certifiées sous section 3, bien sûr, la SS4 non, mais certifiées sous section 3 veulent participer à la phase de test, ils peuvent s'inscrire à ce projet en contactant le projet des maths amiantes à l'adresse qui est mentionnée juste après. Voilà. Voilà, ça conclut un peu mon intervention, somme toute rapide, mais je pourrais développer dans la salle à partir de 11h15 ou 11h30. Voilà. Très bien, Je vous remercie. j'ai arrêté. Merci Christian Hustet pour cette ouverture pour la directe. Vous pouvez ouvrir votre caméra, je sais pas, elle s'était arrêtée si vous le souhaitez. Donc si on continue, merci pour cette ouverture. Si on regarde Christian Morel pour le pôle santé-travail, c'est ce qu'on disait aussi en ouverture, c'est que le risque amiante est encore là, il y a encore des pathologies et encore des gens qui sont malades. Où est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux sur ces sujets? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis médecin du travail d'un service interentreprise, donc Pôle Santé-Travail en l'occurrence. Et donc, à ce sujet-là, on s'intéresse bien évidemment aux problématiques amiantes. Il y a quelques mois, un collègue, puisqu'on fait de la formation au niveau des services de santé au travail, posait la question, y a-t-il encore un problème amiante aujourd'hui en France ? C'était pas provocateur, c'était de dire est-ce que vraiment on a raison de s'intéresser encore aux questions amiantes. Alors moi, je m'autoriserai à dire, et merci d'avoir fait qu'un médecin du travail puisse être présent aujourd'hui, parce que pour nous, je ne vais pas dire que c'est du quotidien, mais c'est très problématique, dans le sens qu'on pourrait presque faire une comparaison avec le Covid actuellement. On est dans des risques qu'on ne voit pas, qu'on imagine. Le gros problème, c'est que c'est des risques très différés, qu'on sait ce qu'il faut faire. C'est là où on est en lien avec le Covid, mais on ne le fait pas. Donc, il y a une réglementation qui s'adapte, qui évolue, qui se précise. Il faudrait déjà que la réglementation de base soit appliquée. Donc, nous, évidemment, il est important que le médical ne soit pas oublié. On ne peut plus aujourd'hui, quand on s'intéresse aux questions d'amiante ou qu'on fait travailler des salariés sur les problématiques amiantes, ne pas savoir que ça va donner des pathologies lourdes pour l'ensemble des salariés. Madame Dolé nous présentera les chiffres de maladies professionnelles juste après. Ce qu'on peut simplement dire, c'est que nous, on continue de voir les maladies professionnelles. On n'a pas de montée exponentielle, mais on a des chiffres. Certes, on a des plaques pleurales, certes, on a un peu d'asbestose, mais on a aussi des cancers de la plèvre et on a aussi des cancers bronchopulmonaires. Donc nous, il ne se passe pas une semaine sans qu'on nous demande de retrouver un dossier de quelqu'un qui a cessé ses activités et pour lequel il y a une pathologie amiante qui est sortie. Donc effectivement, ça reste problématique pour nous. Donc ça veut donc dire qu'il faut qu'on accompagne les entreprises. Alors peut-être dans un premier tour de table, moi je dirais qu'il y a trois choses qu'il faut avoir à l'esprit. Certes, les différentes pathologies, et notamment les pathologies professionnelles dont on nous parlera après, je les ai évoquées, on pourrait peut-être en parler plus à fond lors des moments de conférence tout à l'heure. Par contre, il faut surtout pas que les entreprises oublient qu'il y a différents points clés qui sont l'accompagnement dû aux salariés par les services de santé au travail. Encore faut-il qu'on nous sollicite. Donc, il y a des documents qui sont hyper importants à pouvoir analyser.
c'est une redite, c'est des choses que vous savez, mais qu'on ne voit pas assez passer et qui nous posent problème. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on valide des aptitudes, des fois en n'ayant pas toujours les bons documents qui vont bien. Heureusement, les entreprises de la sous-section 3 font les choses correctement. En sous-section 4, c'est un peu compliqué d'avoir des notices de poste. C'est un peu compliqué d'avoir un suivi expositionnel. Parce que n'oublions pas qu'on va voir la partie de notre suivi santé qui sera de proposer aux salariés, d'ailleurs c'est la HAS, la Haute Autorité de Santé 2010-2011, qui a mis des règles strictes par rapport à l'accompagnement des salariés, notamment en suivi post-professionnel, qui correspond donc à un suivi post-expositionnel. Ouais. Donc la réalité de la pathologie amiante, elle est présente. On en voit régulièrement, on voit des choses importantes, donc restons vigilants et accompagnons les salariés. Oui. Une petite chose pour finir qui prouve qu'on a besoin de faire des choses, je vous assure que ça date de la semaine dernière. Un salarié d'une entreprise de bâtiment me dit, bon, il y avait un muret, manifestement, docteur, c'était du fibrociment. On m'a dit, bah, vas-y, tape dedans. Je pense que c'est de l'amiante. Écoute, on n'est pas en avance. Tu me dégages ce muret et puis il faut que ce soit fini pour midi. Donc voilà, le salarié a mis un masque, je ne sais pas ce qu'il a mis. Il a quand même essayé de trouver un masque, mais il y a encore des choses à faire. Donc si déjà on faisait appliquer ce qui doit être fait, on marquera un grand point. Donc, toutes les mesures qui vont aller sur du contrôle, je pense que ce soir, sur le Covid, on ne va pas avoir de bonnes nouvelles. Par contre, effectivement, il faut être plus strict dans l'application des mesures dont on va parler aujourd'hui, compte tenu des conséquences santé, dont je pourrais parler plus après, qu'on constate. Merci Christian, merci pour effectivement, c'est qu'on a tendance à être un peu décorrélé ou à pas voir les externalités. Hein. C'est comme il y a un lien et un temps entre l'exposition et les maladies. Finalement, il n'y a pas de, il y a une difficulté à voir pour les entreprises les conséquences d'une mauvaise prise en compte des risques. Alors, si on regarde, Christine Dolé, comme vous le disiez, Christian, les chiffres sur les maladies professionnelles, vous avez quelques chiffres à nous donner. On reviendra vers vous, hein, Christian, aussi. On fait un tour de table. D'accord. Bonjour, donc Christine Dolé, CARSAT des Hauts-de-France. Voilà, bon, effectivement, vous m'avez dit de commencer. Moi, je veux faire très peu de chiffres, hein, je vous rassure tous. Mais ces 2 chiffres que je vais vous présenter sont là pour marquer bien l'intérêt de la prévention en matière de risque amiante. En termes de maladies professionnelles, c'est environ 3000 maladies professionnelles qui sont reconnues par an au dernier chiffre mis à jour qui était en 2018. Donc, on est à 3000 maladies professionnelles. Sur quel périmètre ça, c'est sur la France ou sur le… Sur la France, on parle de la France. Hein. Ouais. Bon, il faut savoir qu'effectivement, si vous voulez, juste pour un périmètre des Hauts-de-France, une très grosse partie est reprise dans les Hauts-de-France, naturellement, dans certaines régions qui sont plus, on va dire, dans ces maladies-là reconnues exposantes, de par l'histoire industrielle, hein, tout simplement des différentes régions. Mais je n'ai pas le détail pour les Hauts-de-France exactement, parce que l'objectif, si j'ai bien compris, aujourd'hui, il n'y a pas que des auditeurs de Hauts-de-France. Donc, voilà, c'est pour pouvoir permettre un peu de se retrouver tout le monde. Parmi ces maladies professionnelles, Monsieur Morel nous a bien expliqué qu'il y a différents types de maladies professionnelles qui vont de la plaque pleurale effectivement au cancer. Donc, pour un petit chiffre, pour vous dire que dans ces maladies, 79% des cancers qui sont reconnus en maladies professionnelles sont liés à l'amiante. Oui, c'est énorme. D'accord ? C'est énorme, c'est énorme. Donc, voilà. Donc, face à ces chiffres, la CARSAT, qui est en tant qu'assureur des risques professionnels des entreprises, le réseau prévention qui constituait l'INRS, des CARSAT, la direction des risques professionnels de l'assurance maladie, clairement, on en a toute légitimité et un rôle à tenir dans la prévention. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour ça que nous menons également des actions au niveau de la France entière. Alors, nos types d'actions, on va dire qu'elles sont
dans la réglementation, voilà, on dit généralement, quand on parle d'amiante, les gens distinguent souvent, je parle de désamiantage ou je parle d'intervention sur des matériaux, matériels, équipements pouvant émettre des fibres d'amiante. C'est-à-dire que je parle de sous-section 3, sous-section 4. Et voilà, on parle souvent, je suis en 3 ou en 4. Souvent, c'est très important pour eux de choisir. Maintenant, pour nous, je dirais que oui et non, parce qu'en fait, en matière de prévention, non, parce qu'en matière de prévention, de toute façon, les mesures à mettre en place sont les mêmes. En termes de prévention, équipement de protection collective, processus ou équipement de protection individuelle sont les mêmes qu'on soit d'une section à l'autre. Par contre, si les règles de prévention sont les mêmes, la réglementation distingue aussi peut-être, et c'est là que nos actions interviennent pas mal, sont pas mal différentes. En fait, certains points, par exemple, quand on va parler de désamiantage, on dit qu'on va faire appel à des entreprises certifiées. Quand on parle de sous-section 4, on n'a pas une obligation de certification, mais on parle d'entreprises compétentes. Et c'est là que se complique un petit peu la chose, puisqu'en fait, ça va être comment choisir une entreprise compétente. Et ça, clairement, c'est une question que doit se poser le donneur d'ordre. Quand je suis en sous-section 3, que je désamiante, OK, je sais, je dois chercher une entreprise certifiée. Voilà, ça, il y a toute une série qui va nous permettre, en fait, de règles de choisir une entreprise. Mais en sous-section 4, c'est beaucoup moins simple. Je dois choisir qu'est-ce qu'une entreprise compétente. Alors, tout d'abord, et c'est là qu'une des premières actions, et on verra, je reviendrai dans les détails s'il y a des questions par la suite là-dessus. Une entreprise compétente, c'est une entreprise déjà qui est formée. Donc, messieurs les donneurs d'ordre, la première des choses que vous devez faire, c'est choisir une entreprise qui est formée à la prévention du risque amiante et formée dans ses interventions. Former, mais il faut faire attention. Former, la réglementation ne dit pas qu'il faut partir dans un organisme de formation certifié comme le fait pour la sous-section 3. Non, on peut même, l'employeur pourrait faire lui-même, s'il en a la capacité, la formation. Par contre, elle donne bien la méthodologie sur le contenu, les déroulés pédagogiques, les moyens, les formateurs et une plateforme pédagogique. D'accord. On s'est aperçu suite justement à des campagnes menées à l'inspection du travail et les remontées, nous, auprès des entreprises, auprès du réseau, dans les 2 années qui viennent de passer, que malheureusement, dans beaucoup d'organismes, on trouve de tout dans les organismes de formation sous section 4. Donc, premièrement, il faut que je trouve une entreprise qui est compétente, qui a été formée, et en plus, et c'est là qu'il va être compliqué de trouver une entreprise qui a été formée par un organisme compétent. D'accord. Et nous, on intervient dans cette partie-là. Une des garanties, en fait, on fait de l'habilitation d'organismes de formation en sous-section 4. Donc, le réseau, on habilite ces formations. Une entreprise qui a été formée par un organisme de formation habilité, c'est l'assurance que l'entreprise a été formée comme il faut. Est-ce que je peux, Christine, je suis entreprise, je peux aller du coup chez un organisme qui ne soit pas habilité? Bien sûr, vous pouvez. Ah oui. La réglementation n'empêche pas du tout de ne pas aller sur un organisme non habilité. Donc, c'est un gage de confiance. Mais est-ce qu'on peut dire aussi que le donneur d'ordre, là je tire le fil, il peut aussi demander à la fois la formation et aussi savoir quels processus ont été mis en place? Bien évidemment. C'est là qu'il va jouer le donneur d'ordre. C'est qu'il va pouvoir demander, alors premièrement, d'avoir, et ça il peut le faire dans son appel d'offres, de demander à voir à l'entreprise les attestations de compétences du salarié, et non pas l'attestation de présence, mais bien l'attestation de compétences. Et il peut très bien demander à l'entreprise quels organismes ont formé et quels étaient les déroulés pédagogiques, la durée pédagogique, et vérifier en fait à minima que les attentes de la formation ont été voilà. Donc, je vois une question, où peut-on trouver les organismes de formation habilités? Je vous donnerai éventuellement le lien en salle après, sur le site de l'INRS. Voilà. D'accord. Vous avez l'info. On va y revenir là. On continue ce tour de table. J'en parlais avec vous, Olivier. On en parlait en ouverture, Olivier Rio pour la FFB. Effectivement, il y a encore beaucoup de confusion pour les donneurs d'ordre entre le DTA, le DAT, le RAT. Donc aujourd'hui, il n'est pas encore fourni ce qu'il faut. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que l'obligation de diagnostic avant travaux, comme
comment l'a présenté Monsieur Hustet tout à l'heure, est encore mal connu. On voit encore aujourd'hui, en 2020, des donneurs d'ordre qui nous lancent des consultations sur foi de DTA. C'est-à-dire le DTA, pour mémoire, c'est un document qui est bâti en faisant écho au Code de la santé publique, c'est-à-dire sur les matériaux superficiels, sans obligation de sondage systématique, ce qui fait qu'on a des gens qui qui analysent un problème en se limitant peut-être à 20 ou 25% d'exhaustivité. Et c'est des gens qui pensent bien faire parce qu'ils disposent d'un diagnostic amiante. Pour eux, diagnostic, c'est un mot magique et du moment qu'il y a qu'il y a le logo d'une grande maison de contrôle sur le sujet, pour eux, tout va bien. Et malheureusement, il peut y avoir des évaluations des risques qui partent sur des éléments complètement non exhaustifs et ça peut donner des erreurs par la suite sur déjà l'exposition des salariés en charge des travaux, l'évaluation des risques pour les intervenants de l'amiante qui eux sont protégés, mais aussi les intervenants ultérieurs, si c'est dans le cadre d'une réhabilitation, avec des gens qui ont vraiment qui n'ont appréhendé que 20 ou 25% du problème. Donc là, dans les professionnels, où il y a un vrai besoin d'une communication, et la communication qui est annoncée sur le rappel des obligations est fondamentale, car on a encore aujourd'hui des donneurs d'ordre qui n'ont pas conscience des enjeux et de leur manque. Oui. Ces donneurs d'ordre, c'est tout type de donneurs d'ordre, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des donneurs d'ordre sans dénoncer, hein, mais sans citer des noms, mais on peut avoir des donneurs d'ordre qui sont habitués à ce genre de travaux, qui font encore ce type d'erreur de DTA. Oui, très clairement. Alors, le fait de ne partir que sur un DTA, c'est effectivement une première. Ça, on le voit aussi bien en donneur d'ordre privé que public. Ouais. Mais on voit aussi l'erreur de gens consistant à nous donner un diagnostic travaux sur une pièce, par exemple, dans un bâtiment, sans nous fournir le DTA complet de l'ouvrage. Sauf que quand on met une pièce en dépression pour réaliser des travaux sous confinement, c'est utile d'avoir le DTA du bâtiment complet, parce que si la prise d'air qu'on fait se fait dans un local où on a du calorifuge ou du flocage, on peut importer, et par notre action, par l'aérolique, on peut avoir un effet dévastateur sur le reste du site. Ouais. Voilà, ça nécessite un professionnalisme, le fait d'être donneur d'ordre, et trop peu de donneurs d'ordre se font encore assister de maîtres d'œuvre ou d'ingénierie compétentes pour appréhender un sujet. Et combien de marchés, encore aujourd'hui, on voit qui partent sans avoir tous les diagnostics, qui les découvrent en cours de route et à qui ça donne des arrêts de chantier ou des travaux supplémentaires complètement non maîtrisés. Ouais. Donc, c'est dans leur intérêt de savoir ce qu'il y a au menu avant de rentrer dans le restaurant. Enfin. En tirant le fil pour Alexandre Printeniac pour le cèdre, merci Olivier, mais on va y revenir, hein, on a deux choses à dire, notamment sur la sous-section 4. En tirant le fil, effectivement, c'est un sujet que vous défendez, que tu défends aussi, c'est-à-dire attention, quand vous intervenez dans un chantier, il y a des éléments périphériques sur lesquels il peut y avoir de l'amiante, hein, je reprends ce que disait Olivier, sur lequel il peut y avoir de l'amiante et sur lequel l'entreprise peut avoir un impact aussi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il est extrêmement important que ces donneurs d'ordre, quels qu'ils soient, ainsi que les opérateurs par ailleurs, aient connaissance en fait des modalités d'installation, d'organisation, de programmation du chantier, puisqu'en effet, ce repérage qui certes est un repérage avant travaux. Déjà d'une, je reviens sur le terme, sur le fait que les donneurs d'ordre doivent communiquer tous les diagnostics existants. Ils ne relèvent pas de leur responsabilité de juger du bon ou du mauvais diagnostic. Le contenu est une chose, mais tous les diagnostics doivent être communiqués, même les plus anciens, puisque ceux-ci peuvent révéler des discordances entre un diagnostic ancien qui peut faire état de présence de matériaux contenant de l'amiante, qui aurait pu être oublié par les diagnostics qui vont suivre. Donc, il est extrêmement important que l'ensemble des diagnostics soient communiqués. Par ailleurs, en effet, Olivier Rio précisait que ces diagnostics ou ce diagnostic avant travaux doit intégrer tous les matériaux qui résultent de l'installation ou de l'organisation même du chantier de désamiantage, que ce soit de la SS3 ou même de la SS4 par ailleurs. Puisqu'en effet, une grande partie de ces matériaux qui peuvent ne pas être indiqués dans les diagnostics seront directement ou indirectement impactés. Ce sont les deux termes de l'arrêté du 16 juillet. Je vous donne un exemple tout bête. On parlait tout à l'heure du mur tout à l'heure. Il est extrêmement important que ce mur aurait dû être identifié. Il peut être en périphérie d'un bâtiment qui est en construction, mais en effet, même si le but du chantier n'est pas de retirer ce mur, mais par contre les travaux vont nécessiter son retrait, c'est l'un de ces diagnostics
dont entre autres le diagnostic avant travaux, qui aurait dû mentionner la présence de matériaux contenant de l'amiante. Je vous donne 2 exemples qui sont souvent répétés. Une entreprise de désamiantage ou même de SS4 qui interviendrait dans un bâtiment de grande ampleur où il y aura des opérations ponctuelles ou même successives d'intervention en fenêtre. Je vous donne un exemple, une entreprise va intervenir en déposant un certain nombre de baies vitrées. Certes, le mur sur lequel sont installés ces baies vitrées peuvent ne pas contenir de l'amiante. Les diagnostics et le diagnostic avant travaux peut le révéler. Cependant, l'entreprise va intervenir dans des locaux. Ces locaux peuvent contenir d'autres matériaux en périphérie, ça peut être des dalles de sol dans mauvais état, ça peut être un flocage, un faux plafond. Donc même si en effet sa propre intervention peut de manière très directe ne pas impacter un certain nombre de matériaux, il est extrêmement important pour elle, pour optimiser et faire sa bonne analyse de risque, avoir connaissance des matériaux en périphérie, d'autant plus s'ils sont en mauvais état. Mais il est indiscutable que le programme, le donneur d'ordre et l'opérateur doivent avoir connaissance de ce qui est l'intégralité des travaux qui vont être menés pour que le diagnostic avant travaux complété par les précédents, donc le DTA, le constat avant-vente, etc., que ces entreprises puissent identifier tous les matériaux directement ou indirectement impactés et en périphérie. Il y faut absolument qu'il soit communiqué ces informations de présence ou non de matériaux contenant de l'amiante. Ouais. C'est un élément important. On va y revenir peut-être pour finaliser ce premier tour. Ulrich Koch, on a le plaisir de vous avoir avec nous là, pour la métropole européenne de Lille. Vous occupez de tout ce qui est voirie. Alors effectivement, le changement des règles de repérage, c'est un gros impact pour vous. Oui, c'est un gros impact. Alors, bonjour à tous. Je suis chargé de mission des politiques d'entretien à la métropole européenne de Lille, notamment concernant toutes les voiries. Nous, on a quand même un gros historique de repérage amiante qui date de 2007 pour les plus anciens. Par rapport à la nouvelle norme qui est normalement rentrée en vigueur, dont l'arrêté devrait sortir aux alentours du 14 novembre, on s'aperçoit qu'on va devoir certainement reprendre une très, très grande partie de tous nos repérages et de toute notre base de données déjà existante par rapport à ça. Donc, nous, notre grosse difficulté aujourd'hui, c'est vraiment de s'adapter aux nouvelles réglementations et la question qui est en suspens, c'est que fait-on de nos anciens repérages qui sont aujourd'hui, en lisant la norme, qui sont aujourd'hui, je dirais, obsolètes, ou presque. Notre grosse difficulté à la voirie, elle n'est pas tant de repérer ou de prendre en compte le problème amiante, c'est vraiment de s'adapter aux nouvelles réglementations qui sortent et de conserver, si possible, parce que, comme le disait M. Printignac, c'est conserver l'historique de ce qui s'est passé, d'un certain nombre de nos voiries qui ne sont pas toutes jeunes et qui, en couche inférieure, peuvent contenir des matériaux amiantés et qu'en faisant des prélèvements ultérieurs, on ne va pas forcément repérer au moment du carottage. Donc, nous, notre sentiment, c'est de vouloir garder un peu toute cette base de données parce que c'est quand même aussi un gros enjeu financier et pas que, mais aussi de pouvoir garder cet historique quand il est utile, forcément. Si on a refait complètement la voirie, il s'avère que les anciens diagnostics ils deviennent caducs automatiquement, mais beaucoup de nos voiries, on ne les reprend pas entièrement, on fait du traitement de surface et effectivement, par rapport à ça, on a une grosse difficulté réglementaire de s'adapter aux nouvelles réglementations. Et je prendrai pour exemple la réglementation en vigueur qui va rentrer. Je sais qu'il y a des travaux qui vont débuter pour éditer un guide de mise en application de cette norme. Et le guide, il va sortir, je pense, en 2021. Mais entre-temps, on va s'adapter, on va essayer de jongler avec la réglementation et d'y répondre au plus près pour être conforme à ce qu'il faut faire et à ce qui est écrit dans le texte. Donc, il va y avoir certainement des loupés et c'est dommageable pour tous ceux qui peuvent intervenir sur la voirie.
Donc, Ouais. nous, vraiment notre grosse difficulté, c'est celle-là. Et la deuxième difficulté, c'est de savoir ce qu'on fait de tout ce qui a été fait précédemment par rapport à cette nouvelle réglementation. Donc, Oui, parce que pour redire le nombre d'analyses qui ont été, vous avez donné le chiffre pour le redonner. oui, alors pour la métropole européenne de Lille, à l'instant où je vous parle, on est à 25 000, à peu près 25 000 carottages Ouais. pour repérer les voies contenant de l'amiante. On a à peu près en général un peu moins de 5% des prélèvements qui sont positifs, ce qui est quand même fortement non négligeable. On a des voies qu'on connaît par cœur, on sait très bien qu'elles sont amiantées, parce qu'on a mis à une époque un produit amianté qui a été retiré déjà plusieurs fois sur ces voies-là, mais systématiquement, on retrouve des traces d'amiante, tout simplement parce que au moment du rabotage, au niveau de l'interface du rabotage, il y a toujours un peu de fibre d'amiante qui reste en place. Et même si on la recouvre, le coup d'après, quand on doit retirer les enrobés pour en mettre des nouveaux, on retrouve des fibres d'amiante. Et donc, cette voie-là, on sait qu'elle est amiantée. On ne fait même plus de contrôle. On considère qu'elle est amiantée de toutes parts, Ah oui. du début à la fin. Et elle est estampillée route amiantée une bonne fois pour toutes. Et quoi qu'il arrive, on est en protocole amiante sur cette voie-là. Vous avez estimé le coût que ça représente de refaire finalement cette revisite, ces recarottages? Si Je on peux devait utiliser ce tout terme? refaire aujourd'hui, tous ces carottages, on est à un peu plus de 2 millions, 2 millions et Ouais, demi d'euros. Donc, ouais. ce n'est pas négligeable financièrement. Après, la santé n'a pas de prix, je dirais. Donc, les refaire, on va les refaire, ça, il n'y a pas de souci. On doit protéger les intervenants et les informer qu'il y a un risque. Donc, et à eux de faire le nécessaire pour se prémunir du risque. Mais c'est par rapport à ça vraiment une grosse difficulté, une difficulté financière non négligeable. Ouais. Merci Ulrich pour ce témoignage. On va y revenir, hein. Christian Hustet pour la directe, en faisant, si vous êtes avec nous, là je vois les caméras qui ont été coupées. Il faut rouvrir le micro et la caméra. Finalement, on peut entendre aussi, et je parle aussi à la CARSAT, hein, Christine Dolé et Christian Morel, à vous trois, mais on peut entendre aussi effectivement cette complexité qu'il y a pour les donneurs d'ordre avec une réglementation qui a été en complète en mouvement, hein, qui continue à avancer et sur lequel les donneurs d'ordre ont du mal à la fois à appréhender tous les risques, parce que cette réglementation évolue, et puis ça impacte des coûts aussi. Est-ce que vous constatez ça finalement sur le terrain, vous, en rencontrant les entreprises et les donneurs d'ordre? En rencontrant les entreprises et les donneurs d'ordre, on s'aperçoit voilà, que le repérage avant travaux, c'est vraiment mal connu pour l'instant. C'est une obligation certes qui date d'1 an, mais c'est vraiment mal connu. Après l'application des différentes normes, ça va dépendre des différents arrêtés qui sont sortis, qui vont sortir, pas qui sont sortis, ceux qui sont sortis, mais sans avoir l'arrêté, c'est difficile de dire ça va se passer comme ça. Voilà. Mais oui, sur le terrain, on constate que le donneur d'ordre et l'entreprise ne sont pas très coutumiers du fait du repérage avant travaux, surtout les petites entreprises. Je ne parle pas du particulier qui est soumis au repérage avant travaux, lui aussi, Bien lui sûr. c'est complètement inconnu. Hein, voilà. Oui, donc il y a une grosse période de formation, d'accompagnement de ces entreprises. C'est Il y a ce que vous une faites. grosse campagne de formation à faire. J'en profiterai justement de mon intervention aujourd'hui pour le faire, mais la DGT, comme je le disais, a mis en place différents supports. Donc après, reste à savoir le moyen de transmission de ce support vers les communautés de communes, par exemple, les mairies, les particuliers, les entreprises et les donneurs d'ordre ont leurs différents syndicats professionnels pour le faire. La grosse tâche qui nous attend, c'est pour le particulier. Oui. Ouais. Au niveau de la médecine du travail, pour Pôle Santé Travail, vous, l'accompagnement des entreprises, est-ce qu'il y a une demande d'accompagnement des entreprises, ou c'est plutôt vous qui révélez des problèmes avec des salariés et vous dites, voilà, il faut que j'aille voir cette entreprise parce qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien? La question est très judicieuse. Elle n'a pas été préparée à l'avance, mais elle est très judicieuse. C'est les deux. C'est les Ouais. deux.
hein, c'est-à-dire on a à la fois les entreprises qui viennent vers nous. Alors, les plus structurées, les plus grandes savent parfaitement que le service de santé au travail est devenu, je ne vais pas vous faire un historique de tout ce qui est règlement, législation en santé-travail, mais on travaille de plus en plus en pluridisciplinarité et en action en milieu de travail. Donc, ça fait partie du rôle des services de santé au travail de répondre à ces questions-là. Donc, effectivement, on a des entreprises qui nous interrogent, d'ailleurs, qui nous envoient leur plan de retrait pour la sous-section 3, mais on a aussi la directe qui s'est demandé à l'entreprise de venir vers nous pour que le médecin du travail donne un avis sur une notice de poste, par exemple. Donc, effectivement, et puis, donc l'entreprise qui vient vers nous, donc de façon à ne serait-ce qu'appliquer ce qui devrait déjà être fait, hein, puisqu'on doit pouvoir se prononcer notamment sur cette notice de poste et sur le mode opératoire d'une manière générale, mais c'est aussi ce que nous constatons, hein, et ce que nous disent les salariés. L'exemple dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est bien un salarié qui m'en a parlé la semaine dernière. Et moi, je rappellerai une chose, ça a été évoqué tout à l'heure par M. Koch, c'est que les salariés ont le droit à l'information. Donc, ils sont de plus, soit ils estiment qu'ils ne sont pas concernés, c'est à nous de les sensibiliser, soit ils sont concernés, et on rappellera les principes généraux de prévention qui sont toujours d'actualité, hein, et notamment l'article 9, hein, qui nécessite une formation adaptée, une information, une sensibilisation des salariés. Donc effectivement, quand on perçoit que ça ne va pas très bien, vous pouvez bien imaginer que l'entreprise dont on m'a parlé, qui a un CSE, le prochain CSE est dans quelques jours, évidemment, je le mets à l'ordre du jour, cette question-là. Bien sûr. Par contre, quand on a des petites structures, on prend contact avec elles pour les aider. Et d'une manière générale, tous les services ont soit un référent médical amiante, j'ai l'honneur d'avoir ce titre sur mon service, mais on a aussi un référent technique, hein, qui est un intervenant en prévention des risques professionnels, qui est formé pour pouvoir répondre à toutes les questions techniques, évidemment en fonction de l'orientation médicale qu'on doit leur donner, mais qui permet de répondre à toutes ces questions et notamment régulièrement aider les entreprises à pouvoir interpréter, analyser, parce qu'elles le demandent, les plans de retrait, notamment sous section 3, mais aussi les aider à faire les notices de poste. Donc, oui, vous avez un aspect technique, mais si on regarde là le sujet que vous souleviez aussi, Christian Morel, là je fais appel à Olivier Rio qui est avec nous. C'était un sujet que vous défendiez aussi, Olivier Rio, en disant l'évaluation de risque est globale, hein, c'est ce que on peut pas regarder, on peut élargir un peu ce sujet, hein, parce que des fois on a tendance, d'ailleurs avec la Covid, hein, c'est ce qui a été beaucoup décrit, c'est qu'on regarde plus que le risque Covid et puis on oublie d'autres risques et donc il y a d'autres accidents sur les chantiers. Absolument, c'est capital ce point-là. On laisse Olivier Rio répondre, mais c'est capital. Il faut pas oublier les risques majeurs, on est d'accord. Olivier. Oui, c'est effectivement l'évaluation des risques, elle s'apprécie de manière globale. Ouais. Malheureusement, ça doit être la mode des breaking news, mais on ne peut pas avoir qu'un seul risque qui prévaut. Effectivement, dans une grande partie des cas, le risque amiante prévaut sur les autres risques auxquels on est confronté dans la construction. Mais parfois, ce n'est pas lui qui l'emporte. Quand on a des problèmes de stabilité d'ouvrage, par exemple, sur un bâtiment incendié, ce n'est clairement pas le risque amiante qui vient en premier. Il y a d'abord un risque de stabilité. Et dans le même esprit, effectivement, on communique beaucoup et l'OPP-BTP en particulier, notre organisme paritaire de prévention, a joué un rôle très important dans la gestion de la crise Covid dans la construction pour nous permettre de travailler correctement et sous bonne protection. Mais on ne doit pas être ébloui par la mode actuelle qui consiste à ne parler que du Covid. Le Covid, c'est une maladie qui peut donner des effets graves, mais tomber d'un échafaudage de 30 mètres, c'est mortel et sans appel. Donc, il faut conserver ça à l'esprit. On a vu des gens nettoyer des harnais avec de la solution hydroalcoolique. Ce n'est pas prévu pour ça.
Donc, c'est bien de vouloir regarder un risque, mais voilà, l'évaluation des risques, elle doit être globale. Et donc, ça nécessite une compétence. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'ingénierie, de maîtrise d'œuvre et de contrôleur. C'est pas le premier qui fait une évaluation des risques, c'est le donneur d'ordre, qui prend conscience de son sujet, qui décide de s'entourer ou pas des conseils dont il juge avoir besoin pour évaluer les repérages amiantes dont il dispose, élaborer un cahier des charges et retenir une entreprise. Et c'est vrai qu'il n'est pas facile de se déclarer parfois incompétent sur un sujet ou de nécessiter d'aller chercher une compétence ailleurs pour établir les choses. Mais Ouais. Et en entreprise, c'est pareil. C'est bien de vouloir se protéger, mais il n'y a pas un risque unique. Il y a Ouais. plein d'autres risques et des risques qui, pour certains, sont mortels de manière immédiate. Ouais. Il y avait des questions du public, là, je vais je vais en prendre quelques-unes. Peut-être une pour vous, Christine Dolé, qui est, pouvez-vous préciser le SMR et le contenu, alors ça vous dit quelque chose peut-être le SMR, et le contenu de visite initiale à la formation? Alors, je veux paraître bizarre, mais non, le SMR, je ne vois pas. Vous voyez pas ce que c'est? Surveillance médicale renforcée. Est-ce que ce n'est pas CMR? Oui. CMR? Ouais. Alors, vous pouvez répéter la question? Pouvez-vous préciser le CMR? Alors, ça serait CMR, hein, le CMR et le contenu de visite initiale à la formation. C'est-à-dire que vous, sur les habilitations, alors comment vous prenez, vous délivrez ces habilitations? C'est peut-être ça la question, hein, Ah pour les oui, donc entreprises. oui, oui, oui. Ah, oui. Ok. Donc, si on reparle de la formation sous section 4, alors, toujours en première question, j'avais vu écrit où peut-on trouver la liste des organismes de formation Ouais. habilités? Je l'ai bien vu. Je vais vous remettre le lien. Je vous mettrai le lien. C'est sur le site de l'INES. Je mettrai le lien. Pour trouver le cahier des charges, alors la liste, on va l'avoir sur le site de l'INRS. Il faut avoir donc la liste des organismes de formation qui sont habilités. Et à chaque fois, dans la dernière colonne, vous trouverez les plateformes. On trouve un organisme de formation, on peut avoir plusieurs plateformes à plusieurs donc, villes différentes, mais elle peut avoir aussi ce qu'on appelle des plateformes mobiles de formation, c'est-à-dire qu'elle peut se déplacer dans les différents endroits ou entreprises pour faire les formations. Ouais. Le SMR, c'était Pour suivi savoir médical. quel est le cahier des charges. Ouais. Comment? Ouais. Allez-y, allez-y. Pardon, je vous ai coupé. Il n'y a pas de souci. Si la question est de connaître le cahier des charges et qu'est-ce qu'on attend de nos formations, vous allez tout trouver également sur le site de l'INRS. Ouais. Avec voilà, quel est le contenu pédagogique, les déroulés pédagogiques et que doit contenir une plateforme pédagogique. Mais j'avoue franchement que je ne comprends pas si c'est bien ça C'est suivi médical renforcé, SMR. Alors, c'est peut-être Ah, pour alors je Christian préfère Morel. laisser la parole à Monsieur Morel alors. Effectivement. Merci, Madame Dolé. Oui, je pense qu'effectivement, c'est de ça dont on parle, suivi médical renforcé. Maintenant, on parle plutôt de suivi individuel simple et de suivi individuel renforcé. L'amiante est un cancérogène, hein, donc on n'a pas besoin de le repréciser. Donc, ça veut dire que tous les gens qui sont concernés par les problématiques amiantes bénéficient d'un ce qu'on appelait le suivi médical renforcé, qui est maintenant un suivi individuel renforcé, au même titre que tous les CMR, les rayonnements ionisants, les agents biologiques, l'hyperbarie, montage, démontage des échafaudages, j'en passe et des meilleurs, et les habilitations électriques, et puis tout ce qui est conduite d'engin, par exemple. Donc, Ouais. si vous voulez, effectivement, ça justifie. Alors, pourquoi ça fait partie d'un suivi médical dit renforcé? C'est que vous savez que depuis quelques années maintenant, les infirmières ont la possibilité de faire certains examens médicaux, mais la visite médicale d'aptitude reste du ressort du médecin du travail, et donc ça nécessite effectivement que pour cette visite initiale, ce soit automatiquement et obligatoirement vu par un médecin. Ok. Je vais passer à une question. Là. Je tourne sur les questions, excusez-moi, hein, Christian. Il y a une question pour vous, Ulrich Koch, même une double question, mais qui vaudra aussi pour d'autres. La question, c'est 25 000 carottages sur quelle durée? Et puis, il y avait un petit commentaire aussi de Madame Goubet qui disait oui, mais Orange ne demande que les DTA et pas les diagnostics avant travaux. De manière plus globale, c'est que vous avez plein d'intervenants sur la voirie, hein, qui interviennent, qui font régulièrement
des trous. Et donc, comment vous mettez ça? Vous avez un logiciel qui permet de partager ces informations? Comment vous gérez? Parce que 25 000, c'est colossal. Alors, donc, je reviens à la question, c'est Alors, 25 000 sur quelle 25 durée? 000, enfin environ 25 000 carottages sur une petite dizaine d'années. Ouais. Je vous disais, le plus ancien date de 2007, donc c'est même un tout petit peu plus. Ouais. Mais on sait, depuis 2012 réellement, on a fait une campagne un peu structurée de recherche amiante sur l'ensemble des voiries métropolitaines. Donc, où on a, on a à peu près 48 000 ou 49 000 tronçons de voirie qui font en moyenne 100 mètres de long, et on a fait minimum un carottage par tronçon. Donc, sachant que sur certains tronçons qui font 200 mètres, enfin voilà, on arrive à 25 000 carottages sur à peu près 10 ans. Après, ensuite, on a, pour partager cette information, on a une plateforme à la métropole européenne de Lille qui recense tous les demandes, les accords techniques préalables aux travaux. Et dans le cadre de la réponse à ces ATP, on transmet les diagnostics amiantes systématiquement. Ça fait partie du package de données qu'on transmet dans le cadre des ATP. Donc, Ouais. systématiquement, normalement, quand une entreprise intervient sur la voirie métropolitaine, elle intervient avec, dans ses documents, les rapports amiantes dont elle a besoin. Ouais. Oui, il y avait des endroits encore où vous avez tout cartographié sur la métropole, ou il y a encore des endroits sur lesquels il y a des zones d'ombre? Bah, il y a des zones d'ombre sur les nouvelles voies puisqu'elles viennent d'être faites. On n'a pas forcément, notamment quand c'est des voies de lotissement privé, on récupère les voiries quelques années plus tard, mais on n'a pas forcément tous les documents inhérents à la construction des voiries, notamment concernant les fiches techniques produits utilisés pour réaliser les voiries. Donc, systématiquement, on va faire des carottages amiantes et HAP en même temps, Ouais. puisqu'on a un manque d'informations. Donc, on fait systématiquement le relevé des deux. Amiante et HAP, c'est un classique de la maison pour récupérer ces informations d'absence d'amiante pour la plupart des cas, puisqu'aujourd'hui, quand c'est des nouveaux enrobés, c'est rare où on retrouve de l'amiante dedans. Par contre, les HAP, il nous arrive encore d'en trouver assez régulièrement, et ça, c'est aussi une autre problématique qui va être prégnante les années futures. Pour rappeler au public ce que c'est les HAP? Les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Donc, il y a une liste de 16 produits potentiellement cancérogènes, dont 8 avérés. Ouais. Et donc, c'est ces 16 produits-là qu'on surveille comme le lait sur le feu. Dès qu'il y en a un qui dépasse le seuil réglementaire, systématiquement, on l'oriente vers une plateforme spécifique, soit en décharge particulière, soit on recycle à froid pour ne surtout pas réchauffer le produit, pour éviter d'avoir des émanations d'hydrocarbures polycycliques et qui sont potentiellement cancérogènes. Ouais. On respire ça, ça peut provoquer, au même titre que l'amiante, quelques années plus tard, ça peut provoquer également des cancers. Ouais. Il y avait une question pour Olivier Rio, d'ailleurs pour Alexandre Printignac aussi. Merci Ulrich pour ces précisions. Olivier, si vous êtes avec nous, qui était, sur lequel vous avez répondu d'ailleurs. Vous avez une réflexion sur une certification à 2 niveaux pour la sous-section 3, parce qu'effectivement, on voit qu'il y a des chantiers très complexes et puis d'autres chantiers qui sont un peu moins complexes. C'est bien ça? Si on fait un parallèle, si on faisait un parallèle avec la conduite d'engins mobiles, aujourd'hui, il y a eu, en 2012, a été supprimée l'exception qui restait sur les produits en amiante ciment en enveloppe de bâtiment, et on a rendu la certification amiante obligatoire pour tous les métiers. Depuis 2012, on se rend compte dans l'application qu'on ne peut pas logiquement se retrouver dans un système où il faut la même habilitation pour conduire un vélo et piloter un Boeing 747. Ça nécessite des investissements et la mise en place de processus très complexes pour un artisan couvreur qui se limite à des ardoises, à des tôles et à des descentes d'eau pluviale, et qui, avec la même certification, peut aller poncer du plâtre ou de l'enduit
dans un milieu occupé, dans un ouvrage fonctionnel qui est toujours en activité. Il y a une réflexion et une proposition au niveau donc du CEDRE, qui est le syndicat métier au sein de la FFB, sur le fait d'avoir une certification qui serait doublée avec, par exemple, la fragmentation de matériaux au milieu occupé qui ferait l'objet d'une certification particulière. L'idée étant d'avoir quelque chose qui serait pas très éloigné du système actuel pour ce qu'on pourrait qualifier de technicité courante, et d'avoir une certification avec plus de contrôle sur les matériaux les plus complexes. Mais aujourd'hui, on considère que c'est illusoire d'avoir la même chose pour l'ensemble des matériaux. Enfin, toutes les autres certifications chez Calibat font l'objet de technicité courante, technicité élevée. Et aujourd'hui, nous considérons qu'il n'y a pas suffisamment de contrôle sur les technicités élevées et qu'on en demande peut-être un peu trop pour des gens qui se limitent à de la canalisation enterrée ou à de l'ardoise en couverture. Oui, donc ça permettrait de séparer ces deux sujets. Je crois que ce sujet en termes de travaux, Alexandre, vous allez aboutir à peu près, vous avez défini une date ou Alors non, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion qui est menée, donc on a différentes actions que je ne peux décrire actuellement puisqu'elles sont en cours sur cette réflexion. Donc on serait sur ce qui semblerait être une même réflexion pour la DGT. Comme vient de le dire Olivier, c'est technicité courante, technicité supérieure. Donc, qu'est-ce que l'on entend par technicité supérieure? Elle peut être induite par différents facteurs qui ne sont pas encore posés. Ça peut être le nombre d'opérateurs, ça peut être le type de MPC entre le masque VA et l'adduction d'air, ça peut être le volume de la zone aussi. En effet, travailler sur une petite pièce de 20 mètres carrés pour enlever un plâtre n'est pas la même chose, même si en effet l'impact est fort. Ce n'est pas la même chose que de travailler sur différentes pièces qui vont nécessiter un découpage de la zone ou non et un volume de la zone sur lequel il y a une maîtrise de l'aérolique, etc., etc. Donc en fait, les notions de facteurs de ce que l'on entendrait comme technicité supérieure, elles sont très très vastes. Reste encore à les définir sans oublier et sans mettre de côté la réflexion même de l'entreprise. Il y a des entreprises dans un certain cas qui préfèrent diviser la zone en plusieurs parties, donc en plusieurs phases de chantier, puisque c'est préférable pour eux et plus maîtrisable. Et vous avez avec ça des entreprises qui, en fait, peuvent travailler sur des plateaux entiers, comme ça s'est fait il y a quelques années auprès de la Défense, où en effet, le découpage n'est pas, soit pas possible, ou en effet pas optimisable, si je puis dire, puisqu'il y a aussi la création de parois qui va complexifier la séparation d'une zone. Donc, en fait, voilà, il y a le choix de l'entreprise d'abord, dans la manière dont elle va intervenir, et donc cette technicité supérieure n'est pas encore très clairement définie. On travaille dessus et on aimerait, en tout cas, c'est l'axe de la GT serait sur les matériaux fortement émissifs. En fait, il y avait aussi bien en CAS 13, donc le flocage, le carrelage, le faux plafond, mais il se trouve que depuis de nombreuses années, il y en a un certain nombre d'autres. Il y a les enduits, il y a les cols carrelage, donc en fait des matériaux où cela nécessite des engins, donc des travaux mécanisés en partie, puisqu'il y a aussi la résistance du matériau en lui-même, ou en effet un état de surface complexe ou des épaisseurs beaucoup plus importantes. Et ces matériaux sont considérés comme plus fortement émissifs. Ouais. Il y a une différence entre un opérateur qui tape au burin et un scrapper ou un burin mécanique. Voilà, donc ces actions mécaniques génèrent de l'empoussièrement de manière plus importante. Pour compléter le propos d'Alexandre Printignac, effectivement, quand on a commencé les travaux de désamiantage, particulièrement dans les années 90, on a commencé par traiter les matériaux les plus émissifs pour les utilisateurs. Donc en priorité, c'était flocage, calorifuge et les faux plafonds. Ça, aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de traitement qui a plutôt bien évolué sur ces matériaux-là. Et l'extension des périmètres de repérage a fait qu'aujourd'hui, on est sur des matériaux, plutôt des matériaux durs, ce que disait Alexandre, c'est-à-dire des enduits minces, les enduits de débulage, les peintures. On est vraiment sur des matériaux qui sont sur des supports durs qui nécessitent de la fragmentation. Et d'ailleurs, moi, je fais un aparté là-dessus, qui mérite réflexion pour les donneurs d'ordre. C'est-à-dire, à partir du moment où ces matériaux-là ne présentent très, très peu de risques résiduels pour les utilisateurs d'un bâtiment, on peut s'interroger sur un bâtiment hospitalier où les pignons sont revêtus de mosaïques collées avec un petit peu d'amiante. Quel est l'intérêt ou l'utilité pour les utilisateurs du bâtiment d'aller poncer les pignons de ce bâtiment? Il n'y a aucun risque pour les utilisateurs, il n'y a aucun risque pour la santé publique, si ce n'est au moment où on démolit le bâtiment. Aujourd'hui, on constate encore des donneurs d'ordre qui font du désamiantage par idéologie. Ouais. Or, il ne me semble pas que ce soit utile.
Par contre, effectivement, pour rebondir sur ce que disait Alexandre, le traitement des matériaux comme les enduits de débulage notamment qui explosent depuis une dizaine d'années, ça appelle au moment de la démolition de ces bâtiments des questions sur soit la filière de traitement de déchets ou la méthode, parce que ça expose les salariés qui retirent l'amiante, certes, mais on a également des sujets sur la silice et qu'il faut se poser la question, notamment sur des grands ouvrages en béton, où on a une proportion d'amiante très, très infime sur les enduits de débulage. S'il est préférable d'aller poncer pendant des semaines ou des mois ces voiles en béton pour avoir un béton tout propre et le recycler derrière, ou s'il ne faut pas trouver des solutions alternatives. Donc, à nouveau, il y a une réflexion du donneur d'ordre sur l'usage de ce qu'il veut faire de son bâtiment. Et le zéro amiante, ce n'est pas une fin en soi. Il y a beaucoup de bâtiments qui peuvent être maintenus en usage avec des restrictions, certes, mais à nouveau, l'évaluation des risques, aller exposer des salariés à poncer des pignons qui sont inaccessibles aux utilisateurs, ça pose question. Ouais. C'est ce que je disais un peu en préambule, c'est effectivement l'amiante, on va en avoir pendant plusieurs dizaines d'années. Donc, je pense qu'on va devoir continuer, et puis il y a plein de réglementations qui arrivent, à informer et à accompagner les maîtres d'ouvrage autour de ces sujets. Voilà, il est 10h02, on peut que vous remercier d'avoir participé à cette table ronde, à vous tous. Merci beaucoup Christian Hustet pour la directe, Christian Morel pour le pôle santé travail. Vous pouvez ouvrir les caméras comme ça on peut se dire au revoir. Christine Dolé pour la CARSAT, Olivier Rio pour la FFB Hauts-de-France, et merci beaucoup pour la FFB Hauts-de-France d'avoir accueilli cet événement. Alexandre Printignac pour le CEDRE et Ulrich Koch pour la métropole européenne de Lille.